à la fin, pas au début. C'est gentil, mais pas... Alors déjà, merci d'être là, merci de me recevoir pour le Lyon.js. Mes slides sont en anglais, mais j'ai un anglais super pourri, donc normalement, même si vous galérez en anglais comme moi depuis des années, ça reste compréhensible. Par contre, je ne parlerai pas en anglais. Je m'appelle Philippe Charrière, je suis solution architecte chez Docker. Solution architecte, c'est quelqu'un qui bosse, on va dire, en après-vente. Ça fait que si le client il a payé pour avoir des licences, il y a un gars qui s'occupe de lui qui s'appelle un Customer Success Manager. Et dès que le client a un problème, on vient me chercher pour juste expliquer que je parle les bonnes pratiques dans Docker, des choses comme ça. Et s'il y a un message d'erreur, c'est pas moi, c'est le support. Donc finalement, j'ai une vie qui est assez facile. Alors moi, mon kiff depuis quelques années, c'est WebAssembly. Et surtout sur quelque chose de particulier, c'est faire des plugins pour des applications, que ce soit des applications web ou autres. D'où le titre à rallonge. Je ne sais pas faire des titres courts de toute façon. Et je suis une vraie pipelette, donc à 23h, si je n'ai pas fini, vous me dites d'arrêter. Hein. Alors, je ne suis plus un dev JS, je l'ai été, mais je crois que la dernière fois que j'ai fait du JS pour de vrai, de manière professionnelle, alors c'était pas loin d'ici, j'étais chez SQLi, c'était avec du Backbone JS. Il y en a qui ont fait du Backbone. Ah, quand même, pas beaucoup. Mais qui reste quand même encore mon framework préféré, hein, franchement. C'est... En Coffee ? Non, Coffee, ça a été... Après, quand j'ai compris que j'avais pas besoin des classes en JS, j'ai arrêté le CoffeeScript et Backbone, ça m'allait très bien. Donc voilà, je dois avoir un peu de code JS, donc il est probablement dégueulasse. Ne m'en veuillez pas, d'où le disclaimer. Alors WebAssembly, qu'est-ce que c'est ? C'est du bytecode. Sur le même principe, la logique de WebAssembly, c'est un petit peu la même logique que la JVM et les fichiers jar. Donc les fichiers jar, ça va être du bytecode. Enfin, pas que, mais... WebAssembly, ça a été fait pour... au départ, s'exécuter dans le navigateur. Mais pas pour... Alors, il y a des gens qui se disent, ouais, c'est pour remplacer JavaScript. Surtout pas. Parce qu'il y en avait qui étaient super contents, ils disaient, ah, plus faire de JS. Non, c'est... voire même la VM JavaScript, elle est suffisamment optimisée pour des fois être plus rapide que WebAssembly. Mais si vous voulez faire du compute, WebAssembly, c'est pas mal. Parce qu'en fait, vous allez compiler avec du C, du C++, du Rest, du Go. Maintenant, il y a de plus en plus de langages qui font ça. Mais vous allez vous rapprocher d'exécution, on va dire, dite native. Donc c'est pour ça. Alors j'ai parlé de plusieurs langages, c'est pour ça que je marque que Wasm est polyglotte. Wasm dans le navigateur est safe. Alors je précise dans le navigateur, et si j'oublie de dire pourquoi, tout à l'heure vous me reposez la question, globalement vous faites un programme en WebAssembly, il ne pourra pas faire plus que ce que le navigateur permet de faire. Donc un programme même fait en Rust ne pourra pas accéder à votre file system par exemple. Donc je parle en général avant mes slides, hein. Donc Wasm est bien un complément à JavaScript et pas un remplacement de JavaScript. Et ça permet de faire des applications, si vous avez besoin, dans certains cas, vous avez des cas complexes d'applications, WebAssembly peut vous aider. Mais si vous trouvez ça génial à la fin de la présentation, allez pas jeter vos applis et tout JS et tout réécrire en WebAssembly, ça sera la plupart du temps une connerie. Ah, j'ai encore dit un gros mot. Tant pis. Alors, WebAssembly, dans le navigateur, honnêtement, franchement, c'est génial. Parce que, alors, WebAssembly, normalement, c'est pas complètement cuit, mais la partie qui s'exécute dans le navigateur, je pense que c'est utilisable et que vous pouvez en mettre en prod. Si vous avez besoin. C'est pas obligatoire. Par exemple, il y en a... alors, qui connaît Google Earth ? Et alors, Google Earth en mode web ou Google Earth l'application qu'on a installée ? Les deux. Il y en a qui ne connaissent pas, hein, je crois, vous avez dit. Si je lance... Non, ah oui, mais j'ai pas, je suis bête. Donc, je ne vais pas le lancer. Mais globalement, vous avez Google Earth. Alors, moi, j'ai connu Google Earth où il fallait installer une application avec des dépendances. Là, vous avez Google Earth en mode web, sans rien installer. C'est du WebAssembly en grande partie, notamment pour tout ce qui est partie carto, parce qu'il y a pas mal de calculs, et d'où l'intérêt d'utiliser du WebAssembly.
D'ailleurs, normalement, j'avais pris la photo à l'avance. C'est une photo de par ici, hein. Vous pourrez tester avec le lien. Je partagerai les slides de toute façon. Et je peux passer des heures sur Google Earth. Ça tourne, c'est en 3D, c'est génial. Puis je vais regarder si on voit chez moi, enfin, des trucs comme ça. Mais vraiment super bien fait et super rapide. C'est ça qui est vraiment intéressant. En carto, le WebAssembly est super intéressant. Bon, ben pareil, j'ai mis le lien, donc vous pourrez regarder. Mais vous connaissez StackBlitz? Ok. Bah, en fait, c'est du WebAssembly derrière. Vous le saviez ou pas? Alors, en fait, ce qu'ils ont fait, bon, c'est un IDE façon VS Code. Mais le petit truc qui est intéressant, c'est ce qu'il y a dans le terminal, en fait. Ils ont fait une espèce de mini OS avec du Node.js à l'intérieur. C'est du WebAssembly. Et vous pouvez exécuter votre application Node.js à l'intérieur du terminal, mais ça ne s'exécute pas sur un serveur, ça s'exécute sur votre navigateur. Si vous coupez le Wi-Fi, ça marchera encore. Donc, ils ont fait comment ils ont appelé ça? J'ai oublié, mais enfin, c'est comme un mini container avec du Node.js. Et ce truc-là, c'est juste génial. C'est parce que vous pouvez imaginer fournir pour, je ne sais pas, des développeurs qui bossent pour votre boîte, mais qui viennent de l'extérieur. Vous ne pouvez pas leur donner accès à tout, vous pouvez leur donner des trucs clés en main pour commencer à travailler. Et StackBlitz, c'est un super produit, et ils ont fait il n'y a pas longtemps un truc en IA qui s'appelle Bolt, je crois. Et j'ai juste testé, c'est incroyable. Donc je crois qu'il y a des minutes gratuites en ce moment, donc allez vous amuser avec. Le truc est vraiment hallucinant en termes de génération de code. Donc, alors normalement, pour le reste, je n'ai pas besoin d'Internet. Alors j'utilise pas mal quand je me suis mis à WebAssembly, c'était à l'époque où je m'étais dit tiens, je vais faire du Go, et j'ai vu que ça compilait WebAssembly, enfin Golang compilé en WebAssembly, donc je fais essentiellement du Wasm avec Golang, un petit peu en Rust, mais je suis vraiment une bille en Rust. Donc, alors, que je retrouve ma première démo. Hop. Tadada, ça doit être celle-là. Alors, ça donne... Ouais, si je me déplace, ça va... Ouais, on va faire ça, alors. Pourquoi ça... je ne suis pas dans le bon répertoire, forcément. Alors, est-ce que c'est meilleur comme ça? Ok. Donc, il faut que je me rappelle ce que j'ai fait. Alors, le fichier Go, c'est non, le fichier Go, c'est juste mon serveur HTTP. Donc, il a peu d'intérêt. J'ai fait comment ça s'appelle? Une page web qui va... qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait pas grand-chose. Elle va... Alors, Go vous fournit, on va dire, la lib.js qui permet de faire le lien entre WebAssembly et votre appli JS, et vous donner l'impression que c'est facile. Donc, globalement, j'ai le runtime Go. Là, le petit truc, import GoJS, c'est un hack. J'utilise TinyGo, en fait, pour faire du WebAssembly. Parce que si vous faites du WebAssembly avec Go, vous allez avoir un binaire qui va faire 1 à 2 mégas de base. Donc ça fait un peu... Alors je sais bien qu'il y a des frameworks JS des fois qui sont... j'en nomme pas, je ne trollerai pas. Et TinyGo, par contre, c'est un copilot Go pour les microcontrôleurs. Et en fait, ils arrivent à cibler du WebAssembly, et du coup, par contre, vous avez des fichiers WASM qui font que quelques cas. Par contre, c'est un subset de Go, donc il y a des choses que vous n'aurez pas forcément. Il y a une époque, il n'y avait pas la sérialisation des sérialisations JSON, c'était pénible. Maintenant, ils l'ont mis, par contre. Donc ça, ouais, il y a un petit bug quand on le lance, mais parce qu'en fait, il manque une méthode. Donc je lui rajoute un truc à la con pour que ça plante pas. Il y a une issue qui est ouverte. Je crois même qu'il doit avoir un commentaire à moi en disant ouais, mais on pourrait faire comme ça, machin, mais ils s'en foutent. Après, c'est pas très grave. Donc l'API WebAssembly, vous n'avez rien à installer, c'est natif dans les navigateurs maintenant. Donc je vais charger mon fichier WebAssembly. Une fois que j'ai l'instance de mon fichier, je peux
utiliser le runtime Go. Alors selon avec Rust, ce sera un petit peu différent, mais la logique reste la même. Ma fonction hello, en fait, c'est une fonction, je vais vous la montrer dans le code Go, qui est une fonction, pas JavaScript, en fait, c'est une fonction Go. Et je vais l'appeler, je vais récupérer une information que j'afficherai dans ma page. Enfin, c'est vraiment du JS de base. J'ai une fonction pure JavaScript qui est là, parce qu'en fait, WebAssembly peut appeler une fonction JavaScript aussi. Donc, l'échange est bidirectionnel. Et sur la partie intégration JS, ils l'ont fait, c'est vraiment super facile. Donc, comment ça se passe? Vous avez, de base, la fonction hello et les paramètres que vous passez, c'est toujours ça. C'est le this, js.value et les arguments. Et c'est un tableau de valeurs. Et par contre, vous oubliez en fait toute la notion de typage. Du coup, vous êtes en train de faire vous faites du JS en Go. Hein, c'est à la fin, parce que vous voyez, le retour, c'est interface. Alors en Rust, ça sera un peu plus carré. Donc là, je peux récupérer le premier paramètre. Je peux afficher. Alors je ne sais plus ce que j'avais dit que j'envoyais. Ça doit être. Ouais, c'est ça. Je lui envoie une structure JSON. Après, c'est comme une map hein, de toute façon, donc je peux lire les informations et je peux retourner l'information que JS pourra lire. Dans la fonction main, je peux afficher des informations. Je peux lui dire... Alors non, c'est pas je peux, je dois lui dire que ma fonction hello, celle qui est en Go, ici, eh ben, JavaScript la verra avec le nom hello. Je pourrais l'appeler Toto. Et après, en JS, je l'appellerai en faisant Toto et puis passer le paramètre. Mais bon, c'est mieux de garder les mêmes noms, sinon après, c'est du n'importe quoi. Je peux accéder au DOM de la page et modifier des choses dedans. Donc là, par exemple, je vais créer un élément dans la page. Je vais lui mettre un message, qui est celui-là. Et ensuite, je vais l'ajouter au DOM. Quoi d'autre? Avec le js.global.call, je peux appeler aussi la fonction JS qui est dans la page JS. Et c'est pas plus compliqué que ça. Pour le builder avec TinyGo, c'est cette commande en fait, hein, TinyGo build. Je l'ai déjà buildé, donc on va pas s'embêter. Bon, c'est quand même rapide. Par contre, juste voir où est-ce que je suis? Je suis pas dans la bonne. Hop. Voilà, mon fichier Wasm, il fait 160K, donc c'est pas violent. Hein, après, selon ce que vous utilisez comme librairie dedans, vous pouvez le réduire. Là, je fais du println, la lib, elle prend de la place. Si je ne faisais pas du println, j'aurais un fichier Wasm plus petit. Donc, si j'exécute mon programme, parce que quand même, il faut que je vous montre que ça fonctionne, je vais lancer mon serveur Go. Hop, point. Je ne suis pas dans le bon dossier. Hop. J'ai oublié de le dire, si vous avez des questions en plein milieu, vous levez la main et puis on vous passe un micro et vous parlez. Hein. Vous pouvez me couper, il n'y a aucun problème. Donc, où est mon navigateur? Voilà. Donc là, on voit le message qui vient de Go, qui s'affiche dans la page. Et si je vais dans les Developer Tools, je vois les différentes informations et les échanges qui ont été faits entre TinyGo et JavaScript. Donc le programme en lui-même a un peu d'intérêt, mais ça vous montre au moins comment démarrer et comment afficher quelque chose. Ouais, tous mes exemples, c'est Bob Moran, le nom, je ne sais pas pourquoi. Et, il se trouve que David Gageot fait pareil, de chez Docker. On a fini par bosser dans la même boîte, mais on doit être les deux seuls à utiliser Bob Moran dans nos exemples, et on ne s'est jamais concerté là-dessus. Je ne vois pas de corrélation, peut-être. Je ne sais pas, je ne peux pas dire. Donc vous voyez, c'est de base, avec JS, c'est plutôt facile à faire. On va continuer. En Rust, c'est pas bien plus compliqué. Alors Go fournit une libjs, il faut que je vous la montre quand même, fournit une libjs qui s'appelle wasm_exec.js, mais qui est un truc générique et qui marche avec tous les programmes Wasm faits en Go. Alors que Rust, en fait, va générer à la compile un JavaScript
optimisé pour votre programme WebAssembly. Mais ce JavaScript-là ne marchera pas pour un autre programme. Donc à chaque fois, il faut relancer une compile. Et le Wasm Rust va être quand même, la plupart du temps, un poil plus rapide que du Wasm Go. Donc, la suite. Les qualités de WebAssembly, parce que ça n'a pas été créé juste pour s'amuser, c'est la rapidité dans certains cas, l'efficacité, c'est-à-dire faire plus mais en étant plus petit, le côté safe, hein, c'est tout sandboxé, votre fichier WebAssembly ne peut pas faire plus que ce que le navigateur lui permet. Versatile, bah, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Je vous ai montré tout à l'heure Google Earth, StackBlitz, mais il y a eu des portages de jeux qui ont été faits. Et je crois qu'Unity, il y a un moteur Unity en WebAssembly, il y a, je ne me rappelle plus le nom de la boîte, mais AutoCAD a été porté en WebAssembly maintenant, et vous faites du AutoCAD dans votre navigateur. Et c'est théoriquement portable. Alors, dans le cas de ce qui est intégré dans le web, oui, c'est portable. Donc, il y a pas mal de boîtes aussi qui l'utilisent pour porter de vieilles applications dans le navigateur. Il y a, je ne sais pas si vous le connaissez, Olivier Poncet s'amuse à... Le dernier truc qu'il a fait, je crois, c'était de... Je ne sais plus quel jeu il a réécrit. C'est pas du Doom. C'est accessible maintenant, Doom, c'est en open source, je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc il a un Doom qui tourne dans le navigateur. Et lui, il a fait ça en C, C++, ou en C tout court d'ailleurs. Du coup, avec ces qualités-là, il y a des gens qui se sont dit « Ouais, mais c'est bien, mais on aimerait bien nous avoir la même chose, mais pas que dans le navigateur. » Donc l'objectif, c'était de libérer WebAssembly du navigateur. J'espère que vous avez la chanson en tête maintenant. Non? Pas? Je la chanterai pas. Voilà. Mais j'ai eu droit à la sortie du film avec mes gamins petits comme ça, dans la salle, avec que des niards qui chantaient tous à tue-tête, et j'ai eu le truc en tête pendant des jours. Mais par contre, la blague de Let It Go, elle marche même aux États-Unis. Je l'ai testé, les gars étaient verts, quoi. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une spec, enfin l'organisme qui gère WebAssembly et compagnie, ils ont fait une spec qui s'appelle WASI, pour WebAssembly System Interface, qui va décrire comment du WebAssembly pourrait accéder à des ressources machines et comment on pourrait l'utiliser dans autre chose qu'un navigateur. Parce que finalement, le runtime WebAssembly du navigateur, c'est la VM JavaScript, et on a besoin de runtime pour l'exécuter en dehors du navigateur. J'ai précisé Preview 1, parce que maintenant, il y a la Preview 2 qui est en cours. Je ne parlerai pas de la Preview 2, ou je trollerai peut-être sur la Preview 2, mais à la fin. Il y a pas mal de boîtes qui ont monté leur business pour l'instant sur la Preview 1, et la Preview 2, de toute façon, elle n'est pas cuite, donc est un peu compliqué à mettre en œuvre, même si le résultat à la fin est qu'on pourra faire beaucoup plus de choses. Donc, comme je disais, WASI, c'est pour définir l'interface entre votre code WASM et un runtime qui tourne dans un environnement. Donc, vous pourriez imaginer que des fonctions que vous avez faites en WebAssembly pour votre navigateur tournent avec Node.js. Alors, le WASM qui tourne dans un navigateur, vous pouvez l'utiliser en fait déjà avec du Node.js, même si ça n'applique pas la spec WASI. Node.js est capable de faire du WASM et du WASI. Donc, globalement, ça marchera quasiment tel quel. Mais vous pourriez imaginer avoir fait une fonction super de calcul de je ne sais quoi dans votre navigateur et vouloir la réutiliser avec du Go ou du Java ou des choses comme ça. Donc, et en théorie, c'est possible. Alors, je dis en théorie, vous allez comprendre pourquoi après. Les cas d'usage, il y en a plein, j'en oublie sûrement. Donc, il y a déjà faire des CLI ou des plugins de CLI. Vous connaissez ZeliG comme... ZeliG, c'est un... Tmux, vous connaissez? Un truc qui permet de splitter dans le... ZeliG, c'est pareil, mais survitaminé, avec plein de fonctionnalités, plein de raccourcis. Du coup, je l'utilise pas parce qu'il y a trop de raccourcis, mais il est vraiment super bien fait. Et vous pouvez rajouter des fonctionnalités à ZeliG en WebAssembly. LabCE, c'est un éditeur de code Rust qui, pareil, accepte des plugins en WebAssembly.
Ça veut dire que vous pouvez rajouter des fonctionnalités avec le langage que vous aimez. Si le langage que vous aimez est capable de, bien sûr, targeter du WASM. Il y a d'autres, il y a ScyllaDB qui permet de faire des User-Defined Functions en WebAssembly. Il y a, alors je pense que c'est pas releasé ou ça doit être dans une version alpha ou une branche particulière. Avec Postgre, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez faire des webhooks. Donc ça, on peut faire des webhooks avec n'importe quoi, mais en WebAssembly, ça peut faire des choses plus petites et plus rapides. Vous pouvez faire des filtres pour des produits comme Envoy. Je sais pas si vous connaissez Envoy, c'est utilisé pas mal. Comme un reverse proxy, c'est pas mal utilisé dans Kubernetes. C'est un peu comme Trafic, je pense. Alors si Émile était là, il me dirait non, ça n'a rien à voir, ou non, Envoy, c'est pas bien. Mais voilà, c'est un peu le style. Et avec Envoy, on pouvait créer des filtres en C++ et en Lua. Il y en a qui ont déjà fait du Lua. Il y en a quand même au moins, il y en a un, c'est ça. Moi aussi, un peu. Sur un Palm Pilot, il y a longtemps, et je faisais ça dans le train. Les gars, je crois qu'ils n'ont pas eu énormément de succès avec la partie Lua, parce que c'est pas beaucoup utilisé, même si le langage est plutôt sympa. Et du coup, ils ont rajouté la possibilité de faire des filtres pour Envoy en WebAssembly. Relay, c'est un site en fait qui permet de fournir des webhooks que vous pouvez utiliser par exemple avec GitLab, GitHub, et ces webhooks sont faits avec WebAssembly. Il y a des notions de Function as a Service. Ceux qui sont vachement bien avancés, c'est Fermion Cloud, j'en parlerai plus tard, Wasm Cloud. Donc ces deux boîtes ont monté leur business sur du WebAssembly et ils marchent plutôt pas mal. Le gars qui a fait Fermion, c'est le gars qui avait codé, qui a fait Helm, si je ne dis pas de bêtises. Et Shopify, en fait, fournit la possibilité... Enfin, Shopify utilise le WebAssembly pour permettre à ses clients de créer des fonctions en JavaScript qui vont s'exécuter dans un interpréteur JS qui est codé en WebAssembly. Mais ça leur donne la garantie que le client, il peut faire n'importe quoi, ça ne va pas aller péter Shopify. Et il y en a probablement plein d'autres cas d'usage. Alors, il y a au moins 3 moyens d'exécuter du WebAssembly en dehors du navigateur. C'est la CLI dans Runtime. Alors, il y a plusieurs projets qui fournissent des runtime, j'en parlerai. Les projets qui fournissent des runtime fournissent des SDK aussi, donc ça va vous permettre de créer une application qui embarque le runtime qui sera capable d'exécuter votre code WebAssembly. Il y a aussi des applications prêtes à l'emploi, donc qui embarquent déjà un runtime WebAssembly et qui sont très opinionated. Je vous parlais de Fermion, ils ont un framework qui s'appelle Spin. C'est un petit serveur HTTP qui va servir du WebAssembly. Donc sa fonction, c'est de lui donner un fichier WASM et puis après, vous lui balancez des requêtes HTTP et il s'occupe de ça. Donc globalement, ça peut permettre de monter un FAS assez rapidement. Il y a les gars de chez Wasm Lab qui ont fait quelque chose qui s'appelle Wasm Worker Server qui fait exactement la même chose. Il y en a eu d'autres mais qui ont disparu. Et il y en aura certainement d'autres qui vont arriver. Les runtime WASI. Alors, les plus connus, Wasm Edge. WasmTime. WasmTime, je crois que c'est les premiers à avoir sorti un Wasm qui sache fonctionner sur du ARM. Wasmer était une des boîtes les plus actives au début du WebAssembly. Par contre, Wasmer, le patron de Wasmer, il aimerait bien en fait proposer son propre standard parce qu'il trouve que la spec va pas assez vite, donc il propose d'autres trucs. Et du coup, il se fâche avec tout le monde. Il y a Wa0. Alors j'ai mis un petit cœur bleu parce qu'en fait Wa0 c'est un runtime en Go. Ça veut dire que vous pouvez créer une application Go sans aucune dépendance qui va être capable d'exécuter du WebAssembly. Alors que Wasm Edge, WasmTime, Wasmer vont se trimballer la libc ou des trucs comme ça, donc vous avez quand même des dépendances. Et il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a Node.js. Et puis il y a d'autres runtime qui sont moins connus, et puis je ne me souviens plus. Mais ceux-là, c'est les plus connus. En ce moment, ceux qu'on voit bien marcher, c'est quand même WasmTime marche... WasmTime ou Wasm Edge, je ne me rappelle jamais. Enfin bon, les deux premiers sont les plus utilisés. Petite démo WASI avec du Go. Des questions? Soyez pas timide. J'ai dit que c'était parce que je numérote les exemples, sinon je ne m'y retrouve plus, j'ai pas de mémoire. Alors, à quoi ressemble mon code Go?
Alors là, c'est vraiment quelque chose que je vais exécuter dans le navigateur. Je vais me mettre dans le bon répertoire. Hop. Donc je fais du Go. Qui fait du Go, en fait? Ok. Bon, après, en vrai, c'est un des langages les plus simples à lire. Donc, désolé pour ceux qui n'en font pas. Mais puis j'essaye de faire du code qui soit simple à lire, parce que sinon, après, j'arrive pas à me relire, moi. Donc, celui-là, je vais lire un fichier texte qui est là-dedans. Ouais, tu vois, j'avais préparé, j'ai dit Hello Lyon.js. Donc, c'est vraiment, je fais très attention. En Go, vous pouvez retourner des erreurs, donc vous verrez plein de if erreurs, not égale nil de partout. Alors, des gens disent que c'est moche, mais au moins, moi, c'est une des premières fois de ma vie où je teste toutes mes erreurs, en fait. Je vais afficher le contenu du fichier. Là, je récupère les arguments que je vais passer aussi à ma CLI. Je vais afficher les arguments. Je vais afficher... Alors, là, si j'affiche les arguments, j'aurai aussi le nom du programme. Là, j'aurai que les arguments sans le nom du programme. Là, je vais faire une sorte de input, donc je vais pouvoir taper des informations. Et il va me les afficher. Et là, c'est vraiment du Go de base. Donc, pour le builder, j'ai utilisé... Alors, vous pourriez utiliser Go, mais moi, je continue d'utiliser TinyGo. Vous lui précisez la target. Tout à l'heure, quand j'ai utilisé TinyGo pour le web, la target, normalement, est différente. Voilà, j'ai fait target WASM. Si vous n'êtes pas dans le navigateur, il faut bien lui préciser que la target, c'est WASI et pas WASM. Sinon, elle ne va pas aimer, le runtime, ça va péter. Donc, bon, je peux le builder, je suis dans le bon répertoire. Ouais, hop. Voilà, donc ça fait un peu moins de 600K. Si je veux l'exécuter, alors qu'est-ce que j'avais pris comme runtime? Je me suis installé Wasm Edge. Si je fais ça, donc Wasm Edge, le nom de mon programme Wasm et puis des paramètres, normalement ça va péter. Parce qu'en fait, je ne lui ai pas donné les droits pour accéder au file system. C'est un héritage de la sécurité qu'il y avait pour la version WebAssembly dans le navigateur. Donc avec Wasm Edge, selon les runtimes, ce n'est pas forcément la même méthode, mais là je lui dis, tu as le droit d'aller dans le répertoire courant. Donc je vais le relancer. Et cette fois-ci, on voit bien Hello Lyon.js. Et puis, je peux taper, je ne sais pas, bonjour, parce que je n'ai pas d'idée, et ça marche. Donc, on peut vraiment faire des programmes de type CLI assez facilement. Après, il y a plein de choses il y a certaines libs de Go qui ne passeront pas, parce que, par exemple, si vous voulez faire un serveur HTTP en WebAssembly, ce n'est pas possible. Alors, en Rust, il y en a qui sont arrivés, mais parce qu'ils ont patché leur runtime. C'est les gars de chez Wasm Edge, je crois. Ils n'ont pas complètement respecté la spec. Ça, c'est pas bien. Donc voilà. Bon, vous voyez, pour l'instant, c'est simple. On va continuer, repasser sur les slides. Des questions? N'hésitez pas. Hein. Par contre, vous parlez fort, je n'entends pas toujours. Alors, est-ce que je suis... Ouais. Voilà. Alors, je vais y arriver. Avec WebAssembly, il y a quand même... avec WASI plutôt, il y a quand même quelques limitations. On a vu qu'avec du JS, l'intégration était quand même super simple. Toute la plomberie est fournie dans le fichier là, qui était wasm_exec.js, tous les trucs qui permettent de faire des choses que je vais vous montrer maintenant. En WASI, ça n'existe pas. Parce que normalement, en fait, quand vous appelez une fonction WebAssembly, la seule chose qu'elle accepte en paramètre, c'est un nombre. Et la seule chose qu'elle peut retourner comme valeur de retour, c'est un nombre aussi. Donc parce que je vous ai dit, c'était pour faire du compute à l'origine. Et du coup, pour passer les chaînes de caractères en arguments, moi la première fois, c'était Horatio qui avait parlé de WebAssembly au Jug Summer Camp. Il faisait un workshop, je me suis assis. Au bout d'un quart d'heure, j'ai dit, ouais, laisse tomber, ton truc c'est pourri, ça ne m'intéresse pas, je ne peux pas faire de Hello World. Et je n'ai pas touché à WebAssembly pendant, je pense, des années. Et puis pareil, retourner une chaîne de caractères, ça va être compliqué. Alors, il y a une solution, c'est d'échanger les données en utilisant ce qu'on appelle la shared memory buffer. C'est-à-dire que votre runtime, alors ça sera pareil avec Node.js ou votre navigateur, mais dans le navigateur, c'est
c'est masqué par la lib. Votre runtime et l'instance du fichier Wasm qui s'exécute partagent un bout de mémoire. Donc vous allez placer des informations, et puis vous allez lui dire, je t'ai mis une information de telle taille à tel endroit. Débrouille-toi avec. Alors, ça m'a pris un... Je ne sais plus quand est-ce que c'était, il y a 3 ans, je crois, ou un truc comme ça. J'ai passé un été à essayer de comprendre comment il fallait faire. Il y a un gars qui m'a expliqué sur Twitter, il a pris le temps. Les puristes JS le connaissent, Axel Rochemayer. Tu connais pas Axel Rochemayer? Alors c'est vrai qu'il fait plus de conf maintenant, mais il avait fait une conf à Mixit il y a des années. C'est un gars, c'est une brute épaisse en JS. C'est un Allemand, Dr Axel Rochemayer. Tu devrais lire sa prose, il est vraiment bon. Et en plus, il est adorable. Et par contre, pour lui, tout est trivial. Donc il m'a dit non, mais c'est simple, tu vas voir. Et je vais vous expliquer ce qu'il m'a expliqué. Ce qu'on va faire. Alors, j'ai essayé de styliser ça et je voudrais envoyer la string gen à ma fonction hello. Alors, en jaune, c'est du JS. Enfin non, c'est du Go, pardon, mais bon, ça pourrait être du JS. Et à gauche, en violet, c'est du WebAssembly. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer... Alors j'ai la taille de ma chaîne de caractères. Je vais faire une allocation mémoire. Ça va me donner un pointeur ou une coordonnée en mémoire. Et du coup, je vais appeler ma fonction et je vais lui passer la position et la taille de la chaîne de caractères. Et je mets ça dans la share memory. Et du coup, ma fonction hello, elle n'attend pas une string, elle attend une position et une taille, et elle va aller lire dans la mémoire, à l'endroit que je lui ai donné, sur une certaine taille, la variable. Et donc, le read memory, la fonction n'existe pas forcément, hein, c'est juste du pseudocode. Et du coup, je vais pouvoir jouer avec ma string, et après, je vais pouvoir la copier en mémoire, encore, pour que mon application hôte, celle qui exécute le WebAssembly, puisse lire la valeur de retour. Par contre, je suis obligé de retourner une taille et une position, alors que je peux retourner qu'un chiffre. Et c'est là où j'ai pleuré, en fait, parce que moi, je n'ai pas commencé par l'informatique à l'école, j'ai fait prépa vétérinaire, fac de sciences, école de commerce avec une spécialisation gestion. Et à la fin, j'ai fait un DESS d'informatique, mais ça a été la seule année d'études où j'ai bossé parce que toute la nuit, je rattrapais le niveau que j'avais pas. Et tout ce qui était calcul de bits, par exemple, pour moi, c'était quelque chose de totalement abscon. Et Axel, donc le docteur Axel Rochemayer, me dit, mais c'est pas grave, tu fais un shift left or sur tes bits, et comme ça, tu pourras mettre dedans à la fois la position et la taille. J'ai lu plein de documentation pour comprendre. Bon, j'ai fini par comprendre. J'ai un talk qui explique tout ça, mais les gens m'ont dit, ton truc est chiant à mourir. Donc là, je ne l'expliquerai pas en détail. Donc c'est pour ça, j'ai écrit en pseudocode return offset de position et size. Donc je retourne une valeur, et mon application sera capable d'aller lire à partir de cette position et de cette taille le retour de la fonction. En faisant parce qu'après, une fois que j'ai ma valeur, il faut que je l'explose pour récupérer la position et la taille. Donc pour la position, je fais un shift right operation pour ceux qui voudraient s'amuser à le faire. Et pour la string, je fais la taille, je vais y arriver, je fais un and mask operation. Ça... Ouais, 2-3 grosses semaines en été pendant mes vacances quand même à pleurer. Mais après, j'étais super content. Donc du coup, avec ça, vous pouvez passer en gros ce que vous voulez, quoi. Je sais pas, des chaînes JSON ou des choses comme ça. Et donc vous pouvez maintenant développer des applications hôtes qui vont exécuter du WebAssembly ou des plugins WebAssembly sans problème. Par contre, là, ce que je vous ai montré, vous le faites par exemple en Go, puis vous dites ouais, mais maintenant je voudrais le faire en Rust. Donc toute cette plomberie, il va falloir la développer. Imaginons que votre application hôte, ce soit que du Go, mais que vos fichiers Wasm, ça peut être du Rust, du Go, machin. Il va falloir que vous développiez, je vais y arriver. Ça va être dur à couper ça sur la vidéo.
que vous fassiez la plomberie pour tous les langages que vous ciblez. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Mais si vous vous limitez au Go, c'est sympa. Moi, je me suis vraiment amusé. Le projet OA0, honnêtement, est super bien écrit. Les exemples de code sont super clairs. Et l'équipe qui bosse dessus est vraiment sympa. Moi, je m'étais amusé à faire un mini framework type face, entre guillemets, avec OA0. Le CTO de l'époque de chez OA0 venait patcher mon code dès qu'il faisait une mise à jour du SDK. Il venait modifier mon code pour que mon code soit à jour. Je trouvais ça adorable. Donc, on continue. Je vais quand même vous montrer comment on retourne une valeur en Go. Il y aura l'exemple, donc vous pourrez le réutiliser. J'ai écrit plein de blog posts sur le sujet, plusieurs blog posts sur le sujet, notamment en utilisant Node.js. Si en fait vous avez envie de vous plonger là-dedans, je crois que j'ai mis les liens à la fin. N'hésitez pas. Donc allons-y. À quoi ça ressemble? Alors je ne sais plus s'il faut que je commence par la CLI ou par la fonction. Bon, on va commencer par la CLI. L'application hot dans mon cas. Qu'est-ce que j'ai fait? Et je vous jure, j'étais fier quand j'y suis arrivé. Donc là, j'instancie le runtime de OA0. Je lui dis que c'est la preview 1. Alors le problème avec WebAssembly, par contre, c'est si vous revenez 2 mois après sur votre code, il y a les gars dans leur runtime, ils ont changé plein de trucs. Et votre compile, elle ne marche pas forcément. Et ils ont changé les noms de méthodes, donc il faut aller lire la doc. Ça occupe. Je lui donne donc l'endroit où est ma fonction Wasm, ou mon module Wasm. Donc je l'ai mis par ici. On ira voir le code après. Je le charge. J'instancie mon module. Je vais appeler des fonctions qui sont dans le WebAssembly. En fait, TinyGo, quand il compile le fichier WebAssembly avec l'aspect quasi, il crée 2 fonctions, malloc et free, pour jouer avec la mémoire. Mais par contre, en Rust, ce ne sera pas forcément pareil. Et je crois qu'en Rust, ça va être alloc, ça ne va pas être malloc. Enfin, il y a des petits trucs comme ça. Et donc, à la compile, TinyGo, en fait, il exporte automatiquement ces fonctions. Donc, en fait, je vais les utiliser. Je vais récupérer la fonction WebAssembly que j'ai exportée, je vous montrerai le code après, que j'ai appelé, parce que j'ai beaucoup d'imagination, hello. Je vais créer un paramètre avec une string, donc gendo. Je vais récupérer la taille de mon paramètre. Je vais la caster en int 64. Une fois que j'ai la taille, j'utilise la fonction malloc, donc celle du programme Wasm, pour allouer de la mémoire pour Gendo. D'ailleurs, j'ai mis Bob Moran, je me suis trompé. Copier-coller. Ensuite, je récupère, il va me donner en fait dans result la position en mémoire, le pointeur en mémoire. Donc, je vais pouvoir, avec cette position, aller écrire un tableau de bytes qui correspond à la chaîne de caractères dans la mémoire. C'est simple. Et après, du coup, j'ai récupéré la position, j'ai la taille, j'ai copié ma string dans la share memory. Je peux appeler ma fonction en lui passant la position et la taille. Et du coup, je vais récupérer dans result 0 la position et la taille de retour. Oui, c'est ça, ouais. Et donc, c'est là où je fais du calcul de bits. C'est ces 2 petites lignes qui m'ont un peu... J'avais fait en JS. Et là, par contre, j'ai trouvé l'exemple dans OA0. Ils font vraiment des exemples simples, utilisables pour les noobs comme moi, et ça marche bien. Donc maintenant, j'ai la position et la taille de la valeur de retour. Je peux aller lire la mémoire, récupérer un tableau de bits et l'afficher. On va aller voir à quoi ressemble la fonction. Donc, alors en Go, ça doit être un peu différent. Si vous voulez que votre fonction... Alors là, je suis dans le Go qui va faire le WebAssembly. Si vous voulez que votre fonction soit visible par l'application qui va l'exécuter, il faut préfixer la fonction avec cette remarque, export .hello.
Et vous allez faire une fonction hello qui récupère qui a en paramètre, on va dire, une position et une taille. Et vous allez lire la mémoire du buffer. Mais le read buffer from memory, en fait, ce n'est pas une fonction qui est fournie par OA0, c'est une fonction qu'il faut que vous écriviez vous-même. Donc globalement, je vais aller lire en mémoire, caractère par caractère, jusqu'à ce que j'ai atteint la taille, et puis je vais renvoyer la fonction. Celle-là, je ne l'ai pas inventée, je l'ai pris dans l'exemple. Une fois que j'ai j'ai lu ma variable, je peux construire un message. Et puis ce message-là, comme je veux le retourner, il va falloir que je le copie en mémoire. Et le copy buffer to memory, c'est une fonction qu'il faut que vous écriviez vous-même aussi. Alors, quand vous ne connaissez pas tout ce qui est bas niveau, calcul de bits et tout ça, c'est un petit peu prise de tête. Pareil, c'est pour ça que j'aime le projet OA0, cet exemple-là. Donc là, en fait, le return UIN64 pose inférieur UIN64 32 pipe UIN64 size, c'est la commande qui permet en fait de mettre une position et une taille dans un seul nombre. Et après, il va aller chercher les bits d'un côté, les bits de l'autre, et puis extraire les données. Ça ne va pas être chiant tout le long comme ça, mais c'est pour vous expliquer ce par quoi moi je suis passé. Et le petit moment de fierté quand même que j'ai eu lorsque j'y suis arrivé. Je vais peut-être l'exécuter quand même. Je l'ai buildé, oui. Ma CLI, elle est là. Bon, elle est toute simple. Hop, on vérifie juste que ça marche pour vérifier que je ne vous dis pas de bêtises. Voilà, donc tout ça pour passer une chaîne de caractères et récupérer une chaîne de caractères. Mais les emojis fonctionnent. Ce qui leur a permis d'ailleurs de s'apercevoir, non, c'est pas eux, c'est XTism, mais j'en parle après, de s'apercevoir qu'à un moment donné, dans leur buffer, ils avaient oublié, parce que tous mes exemples pétaient. Ils disaient, ouais, j'ai pas les exemples en entier, et puis je leur envoie, ils me font, ouais, mais nous, on n'utilise pas d'emojis. Moi, partout. C'est pour tester, les emojis, c'est très très bien. Allez, on revient au slide. Question ? N'ayez pas peur, hein ? Alors des fois, vous avez besoin de faire plus. Par exemple, vous voulez faire des requêtes HTTP, faire des requêtes sur une base Redis, utiliser du MQTT, du NAT. Alors, en fait, en WebAssembly, ça n'existe pas. La partie HTTP, par exemple, en TinyGo, vous ne pouvez pas. Alors, il y a une solution, c'est les host functions. Je crois que je n'ai pas de démo de host function. Mais alors, la host function, quelque part, on l'a vu un petit peu quand on a vu l'intégration avec JS. Vous définissez une fonction dans votre application hôte, donc celle qui va exécuter le WASM, et le programme WASM aura la capacité d'appeler cette fonction. Donc, vous faites une fonction qui fait une requête HTTP, et puis, par contre, il faudra refaire toute la mécanique de passage de string et de retour de string, donc ça complexifie encore un petit peu. Mais ça va donner quelques petits pouvoirs en plus à votre fichier, à votre module WebAssembly. Alors attention à pas forcément, enfin, ne le faire que si vous en avez vraiment besoin. Je reprends l'exemple de Node.js avec du WebAssembly. Vous avez besoin de WebAssembly pour faire quelque chose qui tourne super vite. Vous faites un fichier WebAssembly en Rust et vous avez besoin d'une fonction qui appelle du Redis. Vous dites, de toute façon, avec JS, c'est pas dur, quoi. Je vais faire la fonction qui appelle du Redis en JS. Il y a, c'est quoi, c'est G10, non ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, il y a plusieurs trucs. Et votre fichier WASM va pouvoir, votre hôte va exporter pour le fichier WASM cette fonction, vous allez pouvoir l'utiliser. Mais par contre, le fichier WASM, le module WASM, quand il va l'exécuter, il ne va plus l'exécuter à sa vitesse, il va l'exécuter à la vitesse de Node.js, parce que c'est Node.js qui exécute la fonction. Et du coup, tout le gain que vous aviez de rapidité, vous le perdez. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas toujours tout vouloir réécrire. J'avais fait un exemple d'application JS, j'avais un code qui... Vous connaissez l'algo des boïdes ? C'est un truc qui reproduit le vol d'oiseaux ou les nages de bancs de poissons. Et je l'avais fait en JS dans le navigateur, à l'époque où j'étais chez Clever, c'était le truc envoyer plein d'informations à une VM.
Et moi, j'avais des petits, alors des fois c'était des billes ou des petites vaches qui partaient dans tous les sens, des bancs de vaches quoi, qui volaient sur l'écran. Je me droguais pas, je promets. Et je me suis dit, je vais le réécrire en WebAssembly. Et je le fais en Wasm Go, et c'était plus lent que la version JS. Je me dis, c'est peut-être mon Go qui n'est pas assez performant. Je le réécris en Rust. Alors là, j'ai pleuré parce que je ne suis pas bon en Rust. Et c'était pareil, plus lent que la version JS. Mais en fait, mes fonctions WebAssembly appelaient à chaque fois la partie JS pour afficher quelque chose et le faire bouger. Et du coup, il y avait plein d'allers-retours et ça ralentissait le truc. Donc, il vaut mieux calculer, par exemple, une image à l'avance côté WebAssembly et la plaquer d'un coup sur Canva ou des choses comme ça. Donc, faites vraiment attention. Même si moi, j'adore WebAssembly, je trouve que c'est génial, mais c'est pas utile tout le temps. Pour les host functions, en fait, j'avais fait un schéma pour expliquer comment ça fonctionnait, mais je vous l'ai expliqué avec les mains. Votre application hôte, elle va utiliser un runtime Wasm, par exemple WasmTime ou WasmEdge. Elle va exposer des host functions, et du coup, quand l'application hôte va charger le programme Wasm, il sera capable d'appeler les fonctions hôtes. Mais par contre, à chaque fois, il faudra aller lire dans la mémoire, copier dans la mémoire et jongler avec des bits. Et ça, comme pour tout à l'heure, si vous voulez adresser plusieurs langages, il va falloir vous réécrire tout ça pour chacun des langages et prendre en compte chacune des spécificités. Moi, j'avais commencé un framework, un mini-face comme ça, et je me suis arrêté à Go comme support. Et je dis, j'arrête, c'est trop long, c'est trop chiant. Puis j'ai un métier aussi. Donc, alors, c'est compliqué, mais il y a des gens qui l'ont fait pour vous. Et notamment le projet Xtism. Alors, ils ont un logo un peu particulier. J'avais fait la première édition de Wasm.io à Barcelone. Ils étaient là. Alors, on se connaissait déjà, mais c'était la première fois qu'on se voyait en vrai. Et ils m'avaient amené un t-shirt avec le logo. Je dois être la seule personne en France qui a le t-shirt. Non, peut-être que maintenant, il y a peut-être une autre personne qui en a un maintenant, parce qu'il fait pas mal de PR chez eux. Et il y a des gars qui sont venus me voir à la conf en me disant on ne comprend pas bien votre logo, quoi, parce que d'un point de vue business, c'est quand même bizarre. Donc j'ai raconté qu'ils étaient fans de hard rock et de Cthulhu, et c'est passé. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce logo-là. Ils ont un sens de l'esthétique un peu particulier. Mais ma femme m'a dit putain, c'est la première fois que tu ramènes un t-shirt de conf qui est bien. Donc, elle est très rock'n'roll. Donc, Xtism, en fait, c'est un framework qui est fait pour vous aider à développer des plugins pour vos applications, mais aussi à développer vos applications. La boîte qui est derrière, alors Xtism est open source. La boîte qui est derrière, c'est Delypso. Ils font d'autres choses sur le Wasm, notamment liées à la sécurité, où là, tout n'est pas forcément open source, parce que bon, il faut quand même qu'ils mangent. Et ils préparent des outils qui vous permettront de, par exemple, vous faites un FAS et vous permettez aux gens de publier leur module WebAssembly, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Donc eux, ils vont proposer des normes et des outils pour qu'avec votre CI, par exemple, vous puissiez tester qu'un module Wasm respecte certaines spécifications et l'accepter ou pas et le déployer. Ils sont plutôt brillants et pareil, la communauté WebAssembly, mis à part quelques 2-3 dramas on va dire, est plutôt vraiment friendly et ils sont toujours prêts à expliquer, à aider et ils sont d'une patience extraordinaire. Alors, Xtism, c'est à la fois des SDK pour les applications hôtes et des PDK donc pour développer les plugins en WebAssembly. Donc à gauche, vous avez tous les langages avec lesquels vous pouvez faire des applications hôtes et Xtism. Donc il y a de quoi faire. Et à droite, ils ont des PDK pour Rust, JavaScript. Alors JavaScript, c'est du JavaScript qui, c'est pas une compilation Wasm, c'est du JavaScript qui s'exécute dans un runtime JS qui est fait en Wasm. Le JavaScript, il est encore un peu expérimental, on va dire. Ils l'ont pour Go, Haskell. Pourquoi? Je ne sais pas. AssemblyScript. Alors, AssemblyScript, à l'origine, c'est un subset de TypeScript et c'était fait pour exécuter du WebAssembly, enfin pour compiler du WebAssembly dans quelque chose qui ressemblait à du TypeScript pour le navigateur. Il y a eu un portage WASI, mais qui s'est séparé du projet.
premier drama dans la communauté WebAssembly. Le gars qui faisait AssemblyScript n'était pas d'accord avec ce qui se faisait sur la partie WASI. Il y a quelqu'un qui devait avoir plus de galons que lui qui lui a dit d'aller se faire voir. Il n'a pas aimé, il a dit eh ben, c'est bon, moi je ne touche plus à WASI, je fais que du WASM. Et on verra après quand vous ferez d'autres specs. Du C et du Zig. Il y en a qui ont fait du Zig déjà? Non? Eh ben, t'en fais une journée et t'essayes de faire des lourds avec des strings, après tu dis ouais, Rust, c'est pas mal. Bon, après, je suis pas très bon non plus, mais il paraît que c'est super performant. Bref, passons à la suite. Donc, alors le site, c'est extisum.org. Comment ça marche? Alors, le SDK, il vous permet de, on est toujours là, créer des applications hot. De base, ils utilisent comme runtime WasmTime. Donc c'est un des runtime standards reconnus sur le marché et qui doit être reconnu par la... Je ne me rappelle plus le nom de la... C'est comme la CNCF, mais pour WASI et WASM, j'ai déjà oublié, ça me reviendra. Eux, ils ont créé une lib qui encapsule le runtime. Et c'est une lib en Rust. Mais du coup, cette lib, ils peuvent l'utiliser. Ils ont fait un wrapper pour tous les langages qu'ils supportent. Du coup, ça vous permet de faire facilement une application qui va exécuter du WASM. Par contre, vous vous trimballez avec une dépendance qui est la lib. Et le principe va être le même que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous pouvez même développer des host functions. Ils ont fait des helpers pour le faire facilement. Votre programme WebAssembly va pouvoir les utiliser et vous faites vos modules WASM avec les PDK d'Extisum. Et ils ont même des fonctions, des host functions qui sont prêtes à l'emploi. Donc justement pour faire des requêtes HTTP, pour lire des fichiers, des choses comme ça. Alors là par contre, on perd la portabilité du WebAssembly. Le WebAssembly qui est fait avec Extisum, il ne marchera qu'avec du Extisum. Mais c'est pareil pour toutes les autres boutiques qui font du WASI. Par contre, ouais, vous allez quel que soit l'OS, vous aurez une share librairie à vous trimballer dans votre distribution. À Wasm.io, les gars d'Extisum ont rencontré les gars de Was0, le framework Go dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le PDK d'Extisum pour Go, il utilise Was0, ce qui veut dire que c'est exactement le même principe, mais vous aurez zéro dépendance. Vous allez pouvoir faire un exécutable sans dépendance, sans librairie. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas embêté pour une install ou quoi que ce soit, que vous faites un copier-coller du fichier et ça fonctionne. Comment ça marche? Alors, le SDK, globalement, la host application, vous allez juste faire un plugin call, le nom de votre fonction, et vous lui passez la string. Alors, via un tableau de bytes en Go, mais vous n'avez plus toute la partie, faut que je jongle avec juste des nombres en mémoire et tout ça. C'est Extisum qui s'en occupe. Donc ça devient facile à faire. En Go, vous voyez, c'est plutôt facile. En Rust, ils ont fait quelque chose qui est encore plus transparent, entre guillemets. Donc quand je fais mon call hello et que je lui passe input en paramètre, ça va aller copier la variable, le contenu de la variable input, donc Bob, dans la share memory. Mais vous ne le voyez pas, c'est le framework qui le fait. Et après, côté WebAssembly, vous écrivez juste une fonction hello. Vous faites, en utilisant le PDK, un point input pour récupérer la variable en mémoire, mais vous ne vous préoccupez pas de connaître sa position, sa taille, etc. C'est Extisum qui le fait pour vous. Et pour le retour des informations, c'est pareil. Alors vous avez je sais pas, je crois que maintenant ça y est plus, c'est plus obligé. Mais enfin, normalement, vous faites un allocate string pour réserver de la place de mémoire, et vous faites juste un output memory, et vous pourrez récupérer côté application hot la chaîne de caractères sans être obligé de splitter, on va dire, un nombre en deux pour récupérer une position et une taille. Donc ça devient plus humain, on va dire, pour faire des applications. Alors, petite démo. Oui. Alors, des wrappers. Ouais. Alors, la question, c'est est-ce que le fait d'avoir ajouté des wrappers, est-ce qu'on ne le paye pas j'ai dit une bêtise? Non. En rapidité d'exécution. C'est une bonne question. J'ai benché plein de trucs et ça, j'ai oublié de le bencher.
Le truc sur lequel je faisais une fixette, moi, c'était je voulais pas de cette librairie en fait de Clib pour l'installation parce que ça me posait des problèmes dans certains cas. J'arrivais pas à faire une install qui marchait à tous les coups. Alors que quand j'utilise leur version Go, j'ai plus ce problème-là. Mais ouais, c'est une excellente question. Tiens, il faudra que je me le teste. Après, j'avais fait des benches avec leur version Java, donc qui utilisait la lib et j'avais comparé avec d'autres trucs. J'avais fait avec Rust, machin. J'avais pas noté quelque chose de particulier par rapport à cette vitesse-là. Alors, c'était pas les chiffres que je recherchais, c'était pas savoir si le wrapper ralentissait l'exécution, c'était plus de voir pour chaque langage celui qui allait plus vite. Mais ouais, excellente question. Je sais pas. Je suis désolé, j'ai pas la réponse, mais c'est un truc qu'il faudra que je teste. Après, tous les autres frameworks qui existent pour justement charger du WebAssembly, ils ont tous fait des wrappers. Par contre, effectivement, selon les frameworks, on peut noter une différence d'exécution, mais je ne suis pas sûr que ce soit lié à ça. Je ne sais plus si j'ai une démo là-dessus, mais Spin, par exemple, donc, qui lui sert du WebAssembly via HTTP, si tu fais des tests de charge dessus, tu trouves qu'il est super lent, en fait. Et je ne sais pas pourquoi. Et j'ai pas eu le courage d'aller lire le code parce que c'était du Rust et les gars sont super bons, mais leur Rust est trop compliqué pour moi. D'autres questions? Non? Alors, allons-y. J'ai dit j'étais à 3, 4, 5, hop. À quoi ça ressemble du code avec XTism? Alors, excusez-moi, j'ai déjà oublié ce que je voulais vous montrer. Je m'étais fait un petit serveur HTTP en Go, au hasard. Donc, pour l'utiliser avec XTism, j'ai fait... Pour XTism, il faut déclarer, on va dire, une config avant, pour le runtime, en lui disant que ça va être du WASI. Pourquoi je le spécifie? C'est parce qu'en fait, XTism vous permet aussi de faire des choses qui tourneront dans votre navigateur. Ils ont un SDK pour le navigateur. Je déclare un manifeste, donc c'est là où vous allez à la limite donner des droits à votre WebAssembly. Par exemple, vous pouvez lui... Alors là, je lui dis, si tu veux faire une requête HTTP, tu as droit à tout. Mais vous pourriez le limiter. C'est de la même façon que vous allez dire s'il a accès au file system ou pas. Le config, en fait, vous pouvez passer au WebAssembly, au chargement, une string JSON avec des informations qui seront utilisées par le plugin. Après, j'instancie mon plugin avec xtism.newPlugin. Donc, je passe le manifeste, la config. Et donc là, j'ai une instance de mon plugin qui est en mémoire. Le store plugin, c'est juste une fonction qui est à moi. En fait, je colle mon plugin dans une espèce de map et je la protège avec un mutex. C'est un truc spécifique à Go, mais c'est pour éviter que c'est pour que je n'ai pas d'accès concurrent quand je vais faire plein de requêtes HTTP, sinon le truc il va péter en mémoire. En fait, je reproduis un petit peu le fonctionnement de Node.js finalement. Un petit peu. Donc, après, alors là j'utilise un serveur HTTP qui s'appelle, un framework HTTP qui s'appelle Fiber. Donc j'ai juste une route à laquelle je vais poster des informations, donc ça va être le body. Je lock mon mutex, ça c'est pour protéger justement les accès. Je récupère mon plugin. Et une fois que j'ai récupéré mon plugin, je peux juste appeler ma fonction avec le paramètre. Donc ce que j'ai envoyé via un curl par exemple. Et je vais retourner le résultat. Et ça ne va pas plus loin. À quoi ressemble le plugin? Alors en Go, par exemple, alors j'utilise TinyGo, j'ai toujours le export avec le nom de la fonction. Je récupère ce que j'ai passé en mémoire. Alors ça fait un peu bizarre de ne pas avoir de paramètres ici, mais c'est parce qu'en fait je vais taper en mémoire, je crée une chaîne de caractères, j'alloue une string, je la copie en mémoire et c'est tout. Alors en Go, vous êtes obligé de laisser la fonction main avec un body à vide. Si j'avais alors je l'ai déjà buildé, oui. Si j'avais du Rust, je vous montre le Rust, à quoi il ressemble. En fait, il est beaucoup plus simple, il est même plus lisible que du Go. En général, c'est plutôt l'inverse, mais là, par contre, vous avez le paramètre,
Donc en fait, vous ne savez même pas que vous faites du WebAssembly. Ça vous retourne un result avec du output. Donc vous construisez votre chaîne de caractères à partir de votre paramètre. Vous construisez une nouvelle chaîne de caractères et vous faites juste un OK pour renvoyer un result avec votre chaîne JSON. Et ça va pas plus loin. Alors, je ne l'ai pas fait pour tous les langages, j'ai fait que pour 2. Et donc maintenant, si je... est-ce que je l'ai buildé, lui? Si je dis pas de bêtises, je ne sais jamais où est-ce qu'il le... Ouais, je l'ai buildé. J'aime beaucoup Rust. Donc, je vais démarrer mon... je vais le démarrer comme ça. Donc, je vais en démarrer 2. Un où je vais charger le plugin Go et l'autre le plugin Rust. Donc, je me mets dans le bon répertoire. Hop. Donc là, j'ai 2 fonctions qui sont chargées. Si je les appelle avec du curl comme ça, normalement, voilà, les 2 me répondent. Donc, c'est vraiment tout simple. Si je stresse l'application, je ne sais pas si vous connaissez le petit utilitaire et un truc qui balance des requêtes HTTP super vite, c'est super facile à installer, pour faire du test, c'est pas mal. Là, je vais appeler laquelle, je ne sais plus, ça doit être la version Go, ou peu importe. Donc c'est plutôt, alors bon, c'est plutôt rapide, c'est relatif, c'est sur mon poste. J'ai fait 3000 requêtes et globalement j'avais 25 200 requêtes par seconde. Si je vais au bout de mes démos, c'est pour comparer avec autre chose. Donc ça, c'est le petit bout de code que j'ai fait tout seul. Et si vous le faites, alors j'ai utilisé Fiber comme framework, mais en Go, vous avez la lib HTTP qui vous permet de faire la même chose from scratch. Globalement, ça risque même d'aller... Non, ça ira pas plus vite, mais au moins vous aurez un exécutable qui sera encore plus petit. Ça, c'est un autre des avantages de Go. Est-ce que j'avais... Qu'est-ce que je vérifie donc le serveur HTTP, je vous l'ai montré. Qu'est-ce que j'avais encore? Hop, hop, hop. Alors, que je ne dise pas de bêtises. Vous faites un peu d'IA? Vous jouez avec Olama ou des choses comme ça? Vous avez vu, il y a des modèles, ils appellent ça, les fonctionnalités, c'est tools. Vous pouvez dire à un modèle, par exemple, si tu détectes que j'ai tapé hello Sam, appelle la fonction hello en lui passant en paramètre Sam. Alors après, c'est vous qui devez vous palucher l'exécution de la fonction, mais le modèle va être capable de détecter que vous voulez faire quelque chose. Avec la chance que j'ai, je ne l'ai pas chargé, ce modèle. Ah si, parce que j'ai fait un gros ménage, je charge, c'est un vrai zoo, ma machine. Donc du coup, en fait, j'ai fait une petite fonction en Wasm. Alors dans un module Wasm, vous pouvez mettre plusieurs fonctions. Donc là, j'en ai une pour ajouter des nombres et une autre pour multiplier des nombres. J'ai fait ça avec XTsum et une autre même pour dire hello. Et en Go, on utilise, je ne sais plus ce que j'ai utilisé. Est-ce que c'est ma tambouille à moi ou pas? Ouais, je m'étais amusé à coder un framework EI, mais peu importe. En fait, j'ai Olama qui tourne sur mon poste. Je vais charger mon plugin Wasm. La spécification, en fait, pour dire à un modèle, tu as une liste d'outils. Et est-ce que je peux finir en 10 minutes? Ouais. Je vais essayer. Alors, ce que je vais faire, c'est que globalement, celle-là, je ne vous la montre pas, du coup. Mais globalement, ça va vous permettre. C'est un exemple d'une application de Wasm, c'est de pouvoir appeler des fonctions Wasm à partir des réponses d'un LLM. Le code source est disponible, et puis si vous galérez avec, vous pouvez me pinguer sur Twitter. Tant que vous ne me harcelez pas, c'est bon, je ne dirai rien. Oh, tu m'avais dit que je pouvais parler tant que je voulais, quoi. Oui. Alors j'avais aussi un exemple avec JavaScript, donc c'était pouvoir utiliser ma lib à la fois avec du Go, à la fois avec du JS. C'est pareil, c'est simple à utiliser. Je vous parle du monde WASI rapidement pour que vous fassiez une idée. Je vous ai dit qu'il y avait des SDK. Avec les SDK, vous avez une CLI. Un des SDK dont je ne vous ai pas parlé, c'est Chicory.
En fait, Chicory, alors c'est fait en partie par les gars de chez XTism, et il y a un gars ou deux de chez Red Hat qui bossent dessus. C'est comme OS0, le runtime Go sans dépendance. Ils ont fait la même chose, mais en Java. Alors par contre, ils ne visent pas la perf là-dessus. C'est juste pour permettre à Java, sans aucune lib C, par exemple, d'exécuter du Java. Autour de ces runtime, vous avez des frameworks techniques, comme XTism, comme le WASI SDK de .NET. Microsoft est vachement actif sur la partie WebAssembly, ils ont fait des trucs géniaux. Normalement, vous ne pouvez pas débugger, enfin c'est une galère pour débugger en WebAssembly. Avec .NET, vous pouvez, ils sont très très forts. Vous avez après ce que j'appelle moi les application frameworks. Donc en fait, ce sont des applications prêtes à l'emploi qui exécutent du WASM, mais qui ont un objectif. Donc Spin de chez Fermyon, par exemple, c'est comme mon serveur HTTP, c'est d'exécuter du WebAssembly. Vous avez un portage de ASP.NET en WebAssembly. Donc vous pouvez faire de l'ASP, compiler en WASM et l'exécuter. Vous avez même le serveur HTTP, c'est une tuerie. WASM Cloud Host Runtime, eux, ils ont toute une plateforme pour exécuter du WASM. Enfin, ça fait partie des premiers à être venus sur le marché. Les gars sont déjà riches, en fait. Donc ils s'en foutent que ça prenne du temps. Ils ont déjà de l'argent, donc ils font ce qu'ils veulent. Et le gars a bossé pour la NSA, sa dernière boîte, il leur a vendu. Enfin, c'est une tuerie. Vous avez Wasm Worker Server, c'est comme Spin. Ensuite, vous avez des plateformes. Donc encore Cosmonic avec sa plateforme Wasm Cloud. Fermyon, en fait, ils ont une plateforme pour exécuter les petits spins. Les petits spins de chez Fermyon, donc les petits serveurs HTTP. Docker a un truc aussi sur du WebAssembly, mais pour l'instant, c'est un peu stoppé. Donc, commencez pas vos devs avec. Pour le moment, la hype, c'est l'EI, donc mais ça va revenir. Et vous avez aussi le moyen d'exécuter du WebAssembly dans Kubernetes. Quand je parlais de Docker et Kubernetes, c'est-à-dire c'est exécuter du WebAssembly sans un container, en fait. C'est le WASM et son runtime se substituent au container. Et du coup, là, vous allez gagner en efficacité, surtout en efficacité. Ce n'est pas forcément la rapidité qui est importante, c'est plus la taille que ça va prendre, en fait. Et du coup, ça va vous coûter moins cher. Et puis après, il y aura vos applications, donc avec les cas d'usage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis moi, celui que je préfère, c'est les applications avec plugin. Combien il me reste ? D'accord. Alors, Chicory, je ne vous le montre pas, il y a le code, mais c'est du Java qui est capable d'exécuter du WebAssembly sans aucune dépendance. En fait, c'est le code Java qui est lui-même le runtime. Le runtime est codé en pur Java. Et c'est du WASI. Alors, ils sont capables d'exécuter du WASM, mais aussi du WASM Spec WASI Preview 1. Spin Framework. Donc, c'est ce petit serveur HTTP, on va aller le voir. Pourquoi j'ai... Bon, peu importe. Hop, c'était le 7. Alors, ils fournissent tout ce qu'il faut pour générer des applications en Rust, en Go, en plein de choses. Et après, c'est un petit serveur HTTP pour exécuter du WASM. Donc là, c'est un simple... je vais renvoyer un simple Hello World. Normalement, je l'ai buildé. Donc, pour l'exécuter... Pour le Rust, je le build à l'avance, parce que Rust, par contre, ça build un peu lentement. Là, c'est pas un troll, mais c'est quand même ça demande un peu... Alors, c'est vrai qu'après, c'est plus optimisé, par contre. Donc, je charge mon... Alors, le quite, c'est pour lui dire d'arrêter de parler, parce que je pensais qu'il était lent, parce qu'il affichait tous les logs. Et en fait, ça doit être pour autre chose. Si je veux le stresser, est-ce que je suis dans le même terminal? Oui. On ne va pas l'appeler, ça va juste répondre Hello World, mais je lui fais le même stress que tout à l'heure, mon petit programme en Go. Donc là, j'en suis à 5000 requêtes. Tout à l'heure, j'étais à 25 000, je crois. Voilà. Donc, et je ne m'explique pas pourquoi, parce que moi, je suis quand même... le Go, ça fait pas longtemps que j'en fais. Je ne suis pas un champion de l'optime. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi leur truc va moins vite. Et une époque, je l'ai croisé en conf, mais j'ai moins en moins en conf. Donc, mais un jour, il faut que j'arrive à discuter de ça avec eux. Il y a Sébastien Blanc qui utilise vachement ce qu'ils font. Et pareil, il me dit, je sais pas. Je crois qu'il y a une... non, s'il n'a pas ouvert une issue avec.
Mais ça, par contre, c'est un exemple, c'est pour montrer si vous faites des projets vous-même parce que vous avez envie de faire de l'open source, contribuer et tout ça, ayez pas honte de ce que vous faites, de le montrer et tout ça, parce que des fois, vous pouvez faire des trucs qui marchent mieux. Alors après, moi, mon truc, il fait qu'un truc, Fermion, ils font plus de choses, quoi. Mais ouais, n'hésitez pas à coder, moi, je fous mon code sur GitHub et GitLab depuis des années, et beaucoup de code pourri. Les gens ont peur de le faire, mais de toute façon, globalement, la plupart du temps, les gens ne vont pas lire votre code. Donc, faites-vous plaisir et pushez. Du coup, bientôt fini. Le futur de Wasm, sur la partie web, je pense que c'est déjà utilisable. C'est mon avis, après il faut voir, mais il y a déjà des boîtes qui l'utilisent. On a vu Autodesk par exemple, c'est pas un petit logiciel. On va le voir de plus en plus sur la partie serveur et edge computing pour faire des microservices tout petits. Ou même faire des hooks pour de la CI, ou même remplacer des fois les runners, enfin pas utiliser un container, mais utiliser un programme Wasm pour une tâche bien spécifique. On le voit apparaître dans des applications desktop ou CLI, comme avec ZDG. De plus en plus, on va le voir dans de l'embarqué. Moi, je fais tourner du WebAssembly sur des Pi 3 A+, c'est pas gros. Mais les gars de chez TinyGo, ils font des trucs encore plus petits. Maintenant, ils font tourner du WebAssembly sur du microcontrôleur. Donc ça peut avoir vraiment un avantage. WASI Preview 1, c'est ce dont je vous ai parlé. La Preview 2, c'est pour faire que ça va amener plein de trucs, le support d'HTTP, du code où on n'est pas obligé de jongler avec la mémoire. C'est pas mal, mais pour l'instant, c'est pas cuit. Et à mettre en œuvre, c'est un petit peu compliqué, je trouve. Et en fait, il y a plein de gens qui ne sont pas encore passés. Vous prenez GraalVM. Vous connaissez GraalVM, hein? Donc VM de chez Oracle, plutôt professionnel. Ils sont capables d'exécuter du WebAssembly. Pour l'instant, ils sont restés à la Preview 1 et ils continuent. Donc, eux, ils se disent, on ne va pas tout de suite y passer. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous attaquiez tout de suite du WASI Preview 1 et que vous balancez en prod. Faites du WebAssembly pour le navigateur, pour le côté serveur, à moins d'avoir une idée de fou et de monter une startup, je ne suis pas sûr qu'il faille le mettre en prod. Ou alors pour des choses vraiment éphémères. Donc, ceux qui l'utilisent en vrai, la Preview 1, il y a Figma, il y a Autodesk avec AutoCAD, je vous l'ai dit, il y a Unity. Donc, vous pouvez builder des jeux avec Unity pour le navigateur, Shopify pour les fonctions JavaScript, Fastly, ouais, merci. Et ça marche du feu de Dieu. Cloudflare, ça doit être pour, je ne sais plus, j'ai oublié. F5, ils ont mis le support de WebAssembly dans Nginx pour faire des fonctions, des filtres, des choses comme ça. Et d'ailleurs, ils ont racheté une boîte qui s'appelait Suborbital. C'est grâce à Suborbital que je m'étais mis à WebAssembly. J'avais discuté avec Ils faisaient des trucs de fou aussi. Mais ils se sont fait, j'allais dire bouffer, non, ils se sont fait racheter ou absorber et ça marche du feu de Dieu. Ma vision à moi de WebAssembly, alors c'est pas parce que c'est ma vision qu'il faut l'appliquer, hein, c'est qu'on voit de plus en plus arriver des langages qui sont dédiés uniquement à WebAssembly, qui ciblent que WebAssembly. Il y a Moonbeat qui est super actif, il y a Grain qui l'est un peu moins mais qui était arrivé avant et qui est fait par l'ancien CTO de Suborbital qui doit être maintenant chez F5. Et Grain, c'est un langage fonctionnel, mais qui est super sympa à utiliser. Si vous voulez faire du fonctionnel, c'est pas mal. Ça va pas être chiant, ça va pas être difficile comme du Scala, par exemple, mais vous pouvez faire du fonctionnel en vous amusant. On va trouver de plus en plus d'IDE spécialisées liées à WebAssembly, notamment pour la partie debugging, mais aussi vérification des binaires que vous publiez. Et c'est à peu près tout. Pour l'instant, l'intégration en CI/CD, on en parle peu, mais les gars de Delipso, en fait, leur exécutable de sécurité a vocation d'être intégré dans la CI/CD. J'ai pas pu tout faire, quoi. Moi, tu m'avais dit que j'avais tout le temps. Je sais. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous Des questions? pour votre patience. Une question là-bas. Attends. Il y a le micro, il faut que je le démute. Tu l'as tué un coup. Sinon, je répète la question. Oui. Sur le micro est très petit. C'est bon. Donc, merci beaucoup pour l'exposé, ou pour la présentation en tout cas, c'était très intéressant. Surtout WebAssembly, bon, je ne m'y connaissais pas tellement. Et là, je découvre
du bytecode qui est capable de faire plein de choses, que ce soit dans le browser ou côté back-end, même si l'intégration est plus réussie côté browser. Donc, j'ai quelques questions qui me sont passées par la tête. Dans les boîtes qui utilisent WebAssembly, on voit plus des boîtes un peu américaines et autres. Est-ce que côté français, l'usage est déjà, on va dire, avancé ou c'est plus... Côté français, je ne connais pas grand-chose. Je sais je connais au moins une boîte, parce que j'ai bossé chez eux et on a gardé quelques contacts, qui l'utilise, enfin qui va l'utiliser, parce que pour l'instant, ça n'a pas été, on va dire, réalisé en prod. C'est chez Clever Cloud. Ils ont fait un FAS qu'ils vont ouvrir, et le FAS les fonctions seront faites à base de WebAssembly. Et je crois qu'ils utilisent, je sais plus, il me semble qu'ils utilisent Wasmer comme runtime. Parce que chez Clever, ils sont très Rust quand ils font pas de Scala. Mais honnêtement, j'ai pas entendu parler de boîtes réellement françaises qui utilisaient du WebAssembly. Mais il y en a peut-être. Hein. En ce moment, il y a une boîte française qui fait tourner toute la doc PHP avec WAS. Du coup, on peut tester le code PHP, c'est exécuté via le navigateur et c'est la doc officielle. D'accord. Et c'est une boîte française qui a fait ça? Oui, c'est des tiel.com et je crois que mais oui. Symfony aussi. Bah, tu vois, il me fait mentir. C'est tout récent, c'est vraiment. Et il y a aussi, sur Lyon, on a la chance d'avoir Benjamin Bouvier qui a intégré le support de Wasm dans Firefox, parce qu'il est bossé pour la fondation Mozilla. Et oui, je l'ai rencontré à Wasm.io, c'est la première fois qu'on se rencontrait. Mais c'est vrai que des boîtes françaises, je pense pas qu'il y en a énormément. Parce qu'après, c'est un pari aussi de l'utiliser. Tu te dis, j'utilise déjà. Alors, la Preview 1, elle est un peu compliquée, mais enfin, une fois que tu as compris le système, c'est pas si compliqué que ça. La Preview 2, elle a tendance un peu à jeter ce qui a été fait en Preview 1, en fait. C'est pour ça qu'en ce moment, il y en a qui ne sont pas super contents. Les gars d'Extism, par exemple, a priori, dans les réunions, c'est pas eux les plus agréables, on va dire, pour voter certains trucs. Voilà, je pense sincèrement que ça sera quelque chose qui sera... Je dis pas c'est l'avenir de l'informatique, hein, mais je pense que ça sera quelque chose qui a un réel intérêt, notamment pour des déploiements multiples de tout petits services dans du cube ou des choses comme ça, parce que quand on voit le prix que ça coûte finalement de hoster des grosses images, tu prends le moins de microservices maintenant, entre Node.js, le framework ou du Java avec du Vertex, ça marche super bien. Mais si tu dois en déployer 1000 et puis les scaler à 10 000 d'un coup, ta note d'hébergement, en fait, elle va augmenter et je pense qu'il n'y a pas de petites économies. Après, j'avais fait des tests aussi sur la CI. Je faisais de la recherche avant, je bossais chez GitLab. Il y a une partie de GitLab Enterprise qui te permet de faire du scan de vulnérabilité, de recherche de secrets, des choses comme ça. Et je m'étais amusé à faire un petit programme Wasm qui allait chercher les secrets dans les fichiers. Mon truc tournait ça allait beaucoup plus vite. Parce que je chargeais finalement... Alors, je faisais qu'une chose, mais je la faisais bien et vite. Donc, quand on voit en ce moment l'énergie qu'on dépense aussi, même avec les LLM ou d'autres trucs, ça sera probablement un moyen de faire des économies, de dépenser moins d'énergie aussi. Ça a un petit côté green, entre guillemets. Mais je pense que ça sera réellement utilisé, mais ça a commencé... Je crois que la spec Wasm a commencé... Je ne me rappelle plus. Elle a commencé il y a au moins 10 ans. Et c'est toujours pas cuit. Donc, je ne sais pas à quel moment ça va atterrir. Le seul truc sur lequel on me dirait, tiens, tu as un projet... j'ai été longtemps en société de service. On me dit, tiens, tu as un projet à faire, un projet web. Et pour le front, il y a des choses un peu compliquées. Je prendrais le risque de faire du WebAssembly. Parce que c'est supporté par le framework Rust. Tout le wrapper JS est généré par le projet Rust. Pareil pour Go. Par contre, côté serveur, je ne le ferai pas. Sauf si je tombe sur une boîte de tarés qui veulent des trucs pas possibles. Mais donc si tu en mets en prod, j'y serai pour rien. Ok, et l'autre question, c'est sur la courbe d'apprentissage. Oui. Vu que, voilà, on revient parfois à des niveaux très basiques des langages de programmation et de la programmation en général, c'est quoi, à titre personnel, ton expérience perso Alors moi, ma courbe d'apprentissage, elle a été longue, mais pour plein de raisons. J'ai un cursus un peu particulier. J'ai mis beaucoup de temps à me trouver. Je dois avoir 55 balais ou 56, je ne sais plus, et je ne suis pas sûr de m'être complètement trouvé. Donc tu vois, je tourne encore un petit peu.
Et il y a des bases que j'avais pas. Même si ma dernière année d'études, c'était un master d'informatique, enfin un DESS d'info, toutes les bases, ne serait-ce que de jouer avec du binaire, des trucs que je ne savais pas faire. Je l'avais vaguement fait petit avec un TI 99 4A. Donc vous savez ce que c'est? C'était les premiers ordinateurs qu'on achetait comme les Commodore ou des choses comme ça et qu'on branchait sur sa télé. Et le mien était en basique, mais on pouvait programmer des sprites avec de l'hexadécimal. Donc je m'étais un peu... mais j'avais quel âge? J'avais 14 ans. Et après, j'ai plus jamais fait ça. Donc ma courbe d'apprentissage, quand je me suis collé l'histoire de... Quand le gars il me dit « Ouais, mais c'est pas dur, tu fais un offset de tes deux valeurs, après tu la split en faisant un masque de machin. » Et puis le mec sur Twitter, en public, il me dit « C'est facile. » Donc tu peux plus rien dire, quoi. Donc j'ai passé 2 semaines à lire de la doc, à retrouver j'ai même retrouvé des vieux bouquins d'infos que j'avais chez moi. Donc pour moi, la courbe d'apprentissage, elle était longue. Après, si tu as les bases que moi j'avais pas, je pense qu'elle est rapide. J'ai des potes, pour eux, faire du calcul de bits, c'est trivial. Et à l'œil, ils savent comment il faut faire, machin. Moi, j'y arrive pas. J'ai des notes partout, j'ai plein de codes avec des commentaires, voire même je mets des 1 et des 0 pour donner des exemples, et puis je positionne tout, je dessine des flèches en dessous. Donc moi, j'ai souffert. Je me suis fait plaisir, mais j'ai souffert. Mais après, alors si tu utilises un truc comme XTism, la courbe d'apprentissage, elle est plutôt rapide. OA0, alors OA0, tu fais un peu tout... comment je peux dire ça sans utiliser l'expression? À la main, merci. Mais c'est le code, enfin, la doc est bien faite, les exemples sont simples, et l'équipe qui est derrière est super friendly, donc tu peux poser des questions. Donc ça, pareil, il ne faut pas hésiter. La communauté WebAssembly, j'étais super surpris quand je les ai tous vus en même temps, on va dire, à Wasm.io. Ils sont super gentils. Ils sont un peu foutraques des fois, mais ils sont vraiment sympas. Et tu peux leur demander... Enfin, il n'y a pas de questions idiotes, en fait. Donc, il ne faut pas hésiter. Moi, j'étais surpris. Le gars qui fait... comment il s'appelle? Michael Wang, je crois. Donc, c'est un Asiatique qui a monté la boîte qui fait Wasm Time. Non, Wasm Edge. Il est venu me voir, il me fait « Ouais, je te suis sur Twitter. » Alors que oui, moi aussi, mais pour moi, c'est un dieu. Ça me fait bizarre que le gars il vienne juste me parler et puis poser des questions. Les gars de chez Fermion, ils sont venus me voir en me disant ça serait quoi ton avis sur WebAssembly pour tel cas d'usage? Je ne savais plus où me foutre parce que je dis pourquoi moi? Donc pour te dire le niveau, ils se prennent pas la tête en fait. Donc faut pas hésiter, faut y aller, faut demander. Mais je pense que la courbe d'apprentissage, elle est pas. Il n'y a pas beaucoup de littérature. Alors, t'en as, mais souvent, alors si tu veux faire du Rust, par contre, il y a la littérature Rust pour WebAssembly. Les docs des SDK, Wasm Edge et Wasm Time sont plutôt très bien faites et de bons exemples. Donc, je pense que tu peux... Ce qui m'a pris des mois pourrait te prendre un week-end, si ça se trouve. Parce que moi, attention, mon vrai métier, maintenant, c'est plus de développer tous les jours. Alors, je développe entre 4h du matin et 8h du matin avant d'aller bosser parce que ça m'amuse. Mais ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est de faire de la démo et de tenir la main de mes clients. Donc, un vrai logiciel de A à Z, j'en ai plus fait depuis super longtemps. Alors, je ponds des frameworks sur GitHub toutes les semaines parce que je ne peux pas m'empêcher, j'adore coder, mais je ne suis plus un vrai développeur. C'est pour ça que ça me prend plus de temps quand j'ai quelque chose de nouveau à apprendre. Mais si tu es dev, et que c'est ton truc de tous les jours, je pense que ta courbe d'apprentissage, elle sera super rapide en fait. Parce que, pour une raison aussi, c'est que WebAssembly, j'ai dit que c'était polyglotte tout à l'heure, c'est que tu n'es pas obligé de faire du WebAssembly en Rust. Si tu bloques sur le Rust, moi je m'y colle régulièrement et puis en fait j'abandonne, je ne suis pas assez courageux. Je l'ai fait en Go en fait. Et parce que finalement, alors, au début Go, je trouvais que c'était moche. Maintenant j'adore. Parce que ça m'a permis de faire en fait facilement des choses que je pensais ne pas savoir faire. Donc, tu choisis le langage qui te plaît, même si ce n'est pas forcément le langage le plus adapté pour un projet pro, quoi, mais parce que tu peux faire du Wasm en Swift, par exemple. Et moi, j'aime bien le Swift, je trouve que c'est joli quoi, comme code. Par contre, je ne sais pas comment il compile, mais alors à l'exécution, c'est pourri, quoi. Donc, si tu veux pour de la perf,
Prends pas Swift. Mais par contre, pour te former, c'est intéressant. Ok, merci beaucoup. On va peut-être prendre les dernières questions à Oppo qui a dû être mis en place tout là-bas. On tient vraiment à te remercier, Philippe, d'avoir partagé ça. Et je vous invite Merci à vous. bien l'applaudir. Merci à toi. Merci.